En matière de sécurité et de défense, nous devrions apprendre à être autonomes, plus indépendants, pour pouvoir peser davantage, avoir une diplomatie économique qui pèse dans la géopolitique mondiale. Incontestablement, ils se sont installés, mais ils n'ont pas fait la poussée attendue. Ils sont installés parce qu'il y a une contestation récurrente, des interrogations, des angoisses, des insatisfactions à l'égard de l'Union européenne, mais en même temps, c'est très curieux, il y a aussi une majorité de citoyens européens qui se prononcent pour une Union européenne qui finalement est une sorte d'acquis auquel il ne faut pas toucher, dont on ne veut pas sortir. Ça ne veut pas dire qu'on est satisfait, mais ça veut dire qu'il y a des limites dans l'insatisfaction. Il a en quelque sorte réveillé un peu le sentiment d'appartenance. Finalement, ce qui nous unit en Europe est plus solide que ce qui nous divise, car il y a beaucoup de nuances entre les pays européens. Mais on a l'impression que les peuples ne veulent pas perdre l'acquis de l'unification, même imparfaite, du continent. Oui, il a déclaré que l'Europe était un ennemi commercial, bien sûr. Aucun de ses prédécesseurs n'avait osé aller jusque-là, même si on sentait qu'il regardait ailleurs. Il regarde plutôt vers l'Asie, dans cette grande rivalité entre la Chine et les États-Unis, et donc l'Europe devient moins importante, ce qui est une grave erreur, parce que sur le plan économique, l'avenir des relations transatlantiques, c'est encore 45 à 50% du PIB mondial qui se joue là, dans les échanges entre l'Europe et les États-Unis. Où sont les responsabilités, un peu des deux côtés? Après, à la fin de l'URSS, ce qu'il aurait fallu, c'est avoir le courage, finalement, de changer complètement de paradigme, de logiciel. Le logiciel de la guerre froide, il aurait fallu l'abandonner, on n'a pas su le faire. Vraisemblablement parce que les Américains n'y avaient pas intérêt non plus. Et donc, on est resté dans une relation avec la Russie un peu ambiguë, en essayant de lui imposer notre modèle, ce qui était légitime de notre part, un modèle démocratique, transparent, avec une justice, un état de droit. Et c'était peut-être un peu trop pour le pays le plus grand du monde. On l'oublie tout le temps par la surface, la Russie, qui n'a jamais connu vraiment un régime démocratique. Alors, ce qui est sûr, c'est que la Russie est dans une phase un peu révisionniste, avec des ressentiments, elle n'est plus la grande puissance qu'elle a été, elle est un peu sur le déclin. Et finalement, l'Europe pacifique, un peu embourgeoisée, riche, solidaire entre ses membres, à côté d'elle, elle est très attirante. Et donc, pour Vladimir Poutine et son régime, l'Europe, ça reste un ennemi, un danger. Je pense que la Chine a intérêt à une Europe forte, mais pas trop forte, c'est-à-dire qui existe suffisamment pour représenter une alternative par rapport aux États-Unis, mais pas trop forte non plus sur le plan commercial. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire on voit la Chine jouer la carte de l'euro, une partie de ses réserves sont en euros de plus en plus, d'ailleurs, et pas seulement en dollars. Elle fait du commerce avec l'Union européenne. Mais en même temps, chaque fois que l'Union européenne est unie sur le plan commercial, sur le plan du droit, de la concurrence, sur le plan des droits de l'homme, alors là, ça dérange la Chine et elle essaie de la diviser et de jouer l'Europe centrale et orientale avec beaucoup d'argent, les routes de la soie, en essayant de diviser l'Union européenne. Je pense que cette réunification de l'Europe, elle était nécessaire, elle était moralement indispensable, que Budapest, Varsovie, Prague sont en Europe, et il n'y a aucune raison qu'on les ait abandonnés derrière le mauvais côté du rideau de fer. Alors après, il faut être un peu compréhensif. Des pays dont l'existence, l'autonomie et l'indépendance a été niée, qui ont vécu sous le totalitarisme, ne redeviennent pas du jour au lendemain, des pays démocratiques qui partagent notre manière d'agir. D'ailleurs, nous-mêmes avons-nous été si exemplaires dans le passé. Donc il faut comprendre
les poussées un peu nationalistes, essayer des Polonais, des Hongrois, des pays d'Europe centrale, les contenir, bien sûr. Et l'Union européenne les contient. Oui, je pense que les institutions européennes doivent changer un peu la manière de faire, leur logiciel. Elles étaient jusqu'ici, et à juste titre, centrées vers un travail intérieur qu'il fallait faire en Europe. Vous savez, ce petit continent, le plus petit du monde, il était complètement cloisonné par des frontières, des murs. C'était le fruit de l'histoire, le fruit des nationalismes, et il a fallu le décloisonner, le défragmenter, en faire un grand marché unique. C'est désormais le plus grand marché de consommation du monde. Mais désormais, on voit bien que les dangers, les interpellations, les défis, ils sont extérieurs, et que l'Europe doit apprendre à peser de son poids économique dans le monde, de défendre ses intérêts, de promouvoir ses valeurs face à la Chine, aux États-Unis et aux grands États émergents.